Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme ? Nous, les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là ? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'omniprésent dans nos vies, quelque chose dont on n'a même pas forcément conscience d'à quel point nos existences en ont été changées, les réseaux sociaux. Il faut bien se l'avouer, à cause d'eux, nos temps d'écran ont explosé, le scrolling fait partie intégrante de notre quotidien, mais pas seulement. Sur ces réseaux sociaux, on parle à nos amis, à notre famille, parfois même on y drague des gens, mais on s'y informe aussi beaucoup, ils participent aussi à construire notre image, bref... Derrière l'impression d'un univers libre et spontané, où chacun verrait des contenus aléatoires qui lui plaisent, il y a en réalité des logiques bien plus puissantes à l'œuvre. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres, ils orientent ce qu'on regarde, ce qu'on désire, ce qu'on croit possible pour nous. Ils le font aussi à travers le genre. Ils ne montrent pas la même chose à tout le monde, et certainement pas de la même manière, selon qu'on est une fille, un garçon, qu'on ne rentre pas dans ces cases-là, ou si on y rentre. Alors comment les réseaux sociaux façonnent notre rapport au genre, à notre corps, aux autres, à nous-mêmes ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet politique et même féministe ? C'est la question qu'on ouvre aujourd'hui. Pour parler de tout ça aujourd'hui, notre invitée c'est Pauline Ferrari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous travaillez depuis plusieurs années sur les cultures web, les questions de genre et en particulier sur les discours masculinistes en ligne. Après votre livre Formé à la haine des femmes, vous publiez Mes réseaux, mon genre et moi, un livre notamment destiné aux adolescents, illustré par la BDiste qu'on aime beaucoup Myrion Mal, qui interroge la façon dont les réseaux sociaux façonnent les rapports de genre dans la société. Merci d'être avec nous. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Ma première question, c'est qu'on pense souvent que donc, les réseaux sociaux, c'est un espace assez neutre. Quand on n'est pas dans les médias ou quand on n'est pas hyper familier avec ça, on a l'impression que les réseaux sociaux, ça nous propose des contenus de manière complètement neutre et aléatoire. Mais en fait, vous montrez que c'est pas du tout le cas dans l'ensemble de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle un algorithme déjà ? J'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Un algorithme, en fait, moi je mets souvent en comparaison que c'est une recette de cuisine de maths. C'est-à-dire que une recette de cuisine, par exemple, le meilleur exemple, c'est la recette des crêpes. Si tu mets pas les éléments dans le bon ordre, en fait, ta pâte à crêpes, elle va avoir des grumeaux. Et un algorithme, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est en fait un programme informatique qui vise à répondre à certaines questions et donc à donner certaines réponses et à résoudre des problèmes. Et donc, on va demander à l'ordinateur de faire une tâche après l'autre pour qu'elle puisse justement analyser un grand ensemble de données ou en tout cas résoudre un problème qu'on peut avoir. Et donc, à la base, un algorithme, c'est ça. C'est un programme informatique qui a pour but, souvent en tout cas, de classer, de mettre en ordre, de faire remonter des tendances, d'analyser en fait un grand ensemble de données. Le truc, c'est que maintenant, en fait, il n'existe pas un algorithme, il existe des algorithmes qui sont utilisés pour énormément de choses et qui en fait sont utilisés un peu partout. Et notamment, quand on parle des réseaux sociaux, ce sont des algorithmes qui sont destinés à analyser nos habitudes de consommation médiatique, le temps qu'on passe sur certains comptes, l'interaction qu'on peut avoir avec du contenu, pour mettre en avant le contenu qui serait le plus susceptible de nous plaire et également les publicités sur lesquelles on serait le plus susceptible de cliquer. Donc un algorithme très, on va dire schématiquement, c'est une recette de cuisine pour que on passe le plus de temps possible sur Internet et sur certaines plateformes. Et pourquoi on parle des algorithmes ? Parce que parfois ils posent problème, notamment via le biais algorithmique. Qu'est-ce que c'est le biais algorithmique ? Vous citez un exemple qui est hyper intéressant dans votre ouvrage, celui de Joy Buolamwini, de la manière dont les algorithmes filtrent les choses parce qu'en fait ils reflètent nous et nos problématiques à nous.
Ouais, absolument. Le truc, c'est qu'en fait, on a en effet souvent tendance à penser que la matière technologique reste de la machine et donc que les machines sont neutres, qu'un ordinateur est neutre, qu'un algorithme est neutre. Sauf qu'en fait, ces machines, il a bien fallu les produire et ces algorithmes, il a bien fallu les programmer. Et donc forcément, le code, c'est une sorte de langage. Et donc forcément, on va pas forcément y mettre les mêmes valeurs, les mêmes biais culturels. Et en fonction des personnes qui vont programmer certains algorithmes ou certaines lignes de code, on va pas y mettre la même chose. Et donc on parle de plus en plus, en tout cas, de ces biais de genre, qui sont le fait de dire que parce que la grande majorité des personnes qui programment nos algorithmes sont des hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels, issus de classes supérieures de la Silicon Valley, forcément ces personnes-là vont avoir des biais sur la manière dont on va traiter certains contenus. Donc ça passe par la modération, le fait que par exemple, notamment sur Instagram ou sur Facebook à l'époque, toute nudité est interdite, qu'un torse féminin est considéré comme sexuel, là où un téton masculin n'est pas considéré comme sexuel. Ça, par exemple, c'est un biais de genre. C'est considérer qu'en fait, il y a certaines choses qui sont de l'ordre de la moralité et de la sexualité et d'autres qui n'en sont pas. Mais en fait, c'est du code culturel, quelque part. C'est pas forcément accepté partout et tout le temps. Et on retrouve énormément ça, bien sûr, aussi dans des biais racistes. C'est-à-dire que comme la plupart des programmeurs sont des hommes blancs, et forcément les algorithmes qu'ils vont créer vont être notamment très discriminatoires à l'envers des personnes non blanches. Et donc Joy, qui est chercheuse au MIT, qui est l'héroïne et la créatrice d'un super documentaire qui s'appelle Coded Bias, qui était dispo sur Netflix à un moment donné, qui montrait qu'en fait les algorithmes de reconnaissance faciale, qui sont de plus en plus utilisés notamment par les forces de l'ordre entre autres, et les caméras de surveillance sont tellement en fait pétris de ces biais de genre et de ces biais racistes qu'ils confondent les personnes noires entre elles. Qui sont incapables de reconnaître une personne latino d'une personne noire, qui sont incapables de reconnaître la différence entre un homme noir et une femme noire. Et ce qui fait qu'en fait, ça donne des situations ubuesques, et dans ce documentaire Coded Bias, il le montre, c'est qu'en Angleterre notamment, la police en civil a des caméras de reconnaissance faciale et donc arrête des jeunes hommes noirs mineurs en disant en fait la reconnaissance faciale a reconnu que c'est un dangereux criminel multirécidiviste, alors qu'en fait c'est juste un jeune homme Ryan, noir du coin de la rue. Ouais, c'est ça. Mais du coup c'est assez inquiétant quand on voit le développement de la reconnaissance faciale un peu partout, y compris en France, de savoir qu'en fait ces algorithmes-là et ces biais-là ne sont jamais interrogés de par leurs biais sexistes et leurs biais racistes, et on pourrait même en citer d'autres. Et pour être bien clair pour les personnes et éventuellement les adolescents et adolescentes qui pourraient nous écouter, donc quand on parle de reconnaissance faciale, on parle d'IA. Donc le problème algorithmique, c'est aussi le problème des IA. Et quand on utilise ChatGPT, quand on utilise toutes les IA génératives, etc., c'est le même problème. Ouais, c'est pétri de biais. Et ne serait-ce que sur ChatGPT, moi je donne des cours parfois avec des étudiants et étudiantes. Et j'essaie de leur montrer que ChatGPT, en fait, a ses propres biais. Notamment le fait que ChatGPT, par exemple, ne dira jamais qu'il ne sait pas. Il ne dira jamais je ne sais pas cette information, et donc il va préférer inventer des informations plutôt que de dire qu'il ne sait pas. Et donc ça donne lieu à des biais sexistes et racistes qui, à force d'utilisation, avec de plus en plus d'utilisateurs, ces biais commencent à se corriger, parce que plus on a une grande palette d'utilisateuristes, plus on peut corriger un petit peu des biais. Mais moi je me rappelle qu'il y a encore 2 ans, tu demandais à ChatGPT cite-moi une liste d'autrices qui ont écrit de la science-fiction et qui sont françaises. Genre, c'est vraiment, il y a 3 composantes. C'est pas très compliqué. Alors, soit il inventait des autrices. J'ai fait le même test. Soit il donnait des autrices qui n'étaient pas francophones. Soit c'était des auteurs, mais qui avaient des prénoms, on va dire, unisexes, quoi. Mais, dans tous les cas, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas du tout. J'ai fait le même test avec des chanteuses pour écrire pour avoir des titres de chansons qui soient un peu féministes, avec qui reflètent une expérience de femme, etc. Il m'a donné que des chanteuses qui n'existent pas. Je dit, d'accord, très bien. C'est super, ça va des super nouvelles pratique à trouver. Merci beaucoup, ChatGPT.
Très contente. Vous expliquez aussi que le genre intéresse beaucoup les entreprises pour 2 types de raisons. D'abord des raisons politiques, parce que vous l'écrivez, les réseaux sociaux sont des technologies de genre. Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme-là ? J'aime beaucoup ce terme de technologie de genre. Je l'avais découvert quand j'avais écrit mon premier bouquin. Et en gros, c'est le fait de dire que vu que les technologies ne sont pas neutres, il faut savoir que les dispositifs techniques, les machines, en fait, on va se raccrocher à on va dire des certitudes très humaines pour essayer de décoder les machines et quelque part de les humaniser. Et donc, les technologies de genre, ça veut dire que tout ce qu'on utilise, technologiquement parlant, et c'est de plus en plus vrai, notamment avec l'IA, avec les réseaux sociaux, viennent confirmer ou en tout cas mettre une emphase sur les stéréotypes de genre. Parce que c'est considéré encore aujourd'hui comme une forme de certitude de l'humanité qui est que on est soit une fille, soit un garçon et que du coup il faut nourrir ces stéréotypes et que c'est une manière de toucher quelque part tout le monde. C'est bien sûr ne pas prendre en compte les identités LGBTQ+, c'est renforcer une binarité de genre qui est insupportable, et surtout c'est jouer sur des stéréotypes mais vraiment bas du front, du style toutes les filles elles vont regarder du contenu make-up, tous les garçons vont jouer aux jeux vidéo et exactement, voilà. Et donc ça intéresse les entreprises parce que c'est quand même une manière encore de différenciation quelque part et du coup de segmentisation aussi d'une forme de marché que d'agir sur ces biais de genre, là où sur des questions de couleur de peau ou d'âge, c'est peut-être un peu plus incertain. Là où sur la question du genre, pour le coup, on est sur des formes de certitude selon ces plateformes-là en tout cas. Il y a des raisons économiques aussi donc à ça. Oui. Quelles sont ces raisons ? En quoi ça les aide de renforcer cette binarité de genre ? Ça sert à vendre des produits parce que on estime que filles et garçons, hommes et femmes ne vont pas avoir les mêmes attitudes économiques, ne vont pas avoir la même manière de consommer et donc que tout le monde ne va pas être sensible non plus au même type de publicité. Par exemple, c'est pas un hasard à mon sens si le domaine de l'influence a d'abord commencé du côté féminin et notamment sur des produits à recommandation, c'est-à-dire des produits de cosmétiques, d'habillement, etc., qui visaient à ce qu'un public féminin puisse avoir des conseils de femmes qui leur ressemblent pour pouvoir acheter des produits. Là où chez les hommes, c'était peut-être un peu différent. Là, maintenant, on est plus sur les hommes qui vendent à d'autres hommes, ils vendent des formations, en fait. On est sur des choses un peu différentes. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, il y a une volonté de s'ancrer sur la question du genre. D'une part, parce que, comme je le disais, c'est une forme de certitude ou en tout cas une forme de retour à soi, à son identité, etc. Et ça permet de vendre plus facilement en targetant aussi sur cette question du genre et des stéréotypes qui y sont associés. Donc en fait, ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que la finalité de ces technologies de genre, c'est vraiment de nous placer sur un spectre en tant que citoyen et consommateur et de nous dire, bah voilà, il y a soit homme, soit femme, vous vous placez dans une des deux catégories, pas entre les deux, et donc comme ça, si jamais vous n'appartenez pas totalement à l'une ou à l'autre, vous allez être poussé à complexer, à consommer, c'est ça ? Ouais, à complexer, à consommer. Il y a des expériences très très drôles à faire, ne serait-ce que si vous êtes une femme et que vous avez des centres d'intérêt qui sont un peu plus considérés comme étant masculins, le bricolage, les jeux vidéo, le foot, qu'importe. Ben en fait, on remarque que parfois l'algorithme a du mal à vous classer et donc ça donne lieu à des trucs un peu étranges. Moi, étant par exemple, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je m'occupe d'une émission de jeux vidéo, j'aime beaucoup ça. Et quand je passe beaucoup de temps sur TikTok par exemple à regarder un peu les jeux qui sortent, tout parce que ça m'intéresse, c'est quasi sûr que juste après je vais avoir des vidéos, mais comme si j'étais un mec qui regardait des vidéos pour dire soit des trucs liés à la séduction, soit des blagues mais qui s'adressent à un public masculin, et donc l'algorithme glitch pendant un petit moment, ce que je trouve assez intéressant, mais du coup forcément ça amène à devoir choisir son camp, et en fait en tant qu'utilisateur et utilisatrice on est aussi on
participe à ça. Parce qu'on nous demande aussi d'être nous-mêmes des créateurs de contenu, même qu'on n'est pas influenceur, influenceuse. Et donc, on participe aussi à ce stéréotype de genre et à nourrir cet algorithme genré, parce que le genre, ça fait partie aussi de nos composantes identitaires pour beaucoup d'entre nous. Et donc, forcément, parfois, ça joue là-dessus. Et donc, c'est une machine qui ne cesse de s'auto-alimenter et d'exclure aussi les personnes qui ne correspondent pas à ces stéréotypes de genre. On va faire une petite pause dans cet entretien avec notre première chronique, celle d'Alice qui nous raconte les autrices lauréates du prix Nobel de littérature. Salut Alice. Salut Pauline. Qu'est-ce que tu vas nous présenter pour cette nouvelle chronique ? Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une grande autrice britannique, Doris Lessing, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2007. Encore une autrice que je ne connais que de nom, mais pas vraiment dans le détail. Alors on va remettre un peu de contexte. Doris Lessing, elle naît en 1919 en Perse, l'actuel Iran, et grandit ensuite en Afrique australe, en Rhodésie du Sud, maintenant le Zimbabwe. Elle quitte l'école très jeune, à 14 ans, et elle se forme en partie seule en lisant énormément. Elle part vivre en Angleterre à l'âge de 30 ans, et elle publie son premier roman en 1950, Vaincue par la brousse, qui se fait immédiatement remarquer. Ce roman, il raconte l'histoire de la relation entre la femme d'un fermier blanc et un domestique noir et s'inspire de sa vie en Rhodésie du Sud, alors colonie britannique. Mais c'est surtout dans les années 60 qu'elle devient célèbre à l'international, notamment avec Le Carnet d'or, son chef-d'œuvre. Il aborde la complexité de la condition féminine d'une héroïne en crise à travers sa vie intime, son engagement politique et sa santé mentale. Elle construit ensuite une œuvre très riche entre romans réalistes, science-fiction et essais, toujours marquée par son regard critique sur la société. Elle reçoit finalement le prix Nobel de littérature donc en 2007, à l'âge de 88 ans. Et elle meurt quelques années plus tard, en 2013, à Londres, à 94 ans. Donc une très longue vie et une carrière impressionnante. Et pour la chronique, t'as lu laquelle de ses œuvres ? J'avais déjà lu en fait plusieurs de ses livres et du coup pour cette chronique, j'ai choisi de vous présenter un des livres qui m'avait été recommandé par l'une de mes amies qui est fan de Doris Lessing. Il s'agit du court roman intitulé Les Grands-mères, publié en 2005. C'est l'histoire de deux femmes, amies de longue date, qui entament chacune une relation amoureuse avec le fils de l'autre. Le récit suit l'évolution de ces relations, d'abord presque naturelles pour elles, puis de plus en plus compliquées à mesure que les fils grandissent et que la société impose ses règles. Le sujet est quand même très dérangeant. Oui, et c'est volontaire. Doris Lessing, elle ne cherche pas à provoquer gratuitement, mais à questionner les normes. Qu'est-ce qui est acceptable ? Qui décide de ses limites ? Elle aborde aussi des thèmes comme le désir, le vieillissement, la peur de perdre sa jeunesse et les rapports de pouvoir dans les relations. Ce qui est frappant, c'est en fait le ton très neutre, presque froid, qui rend l'histoire encore plus troublante. Le livre a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2013 avec le film Two Mothers, réalisé par Anne Fontaine avec Naomi Watts. Pour conclure, que vous ayez envie de commencer par un court roman comme Les Grands-mères ou de vous plonger dans un pavé comme Le Carnet d'or, une chose est sûre, avec Doris Lessing, vous allez vous interroger sur vous-même et sur la société qui vous entoure. Merci beaucoup Alice pour cette nouvelle lauréate dont j'irai voir les œuvres de ce pas. Vous écoutez toujours On se lave et on se casse, l'émission féministe de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Et nous sommes toujours avec Pauline Ferrari pour parler de son ouvrage Mes réseaux, mon genre et moi, illustré par l'autrice de BD Myrion Mal aux éditions La Ville Brûle. Vous montrez aussi que les usages d'Internet et du numérique sont donc profondément traversés par le genre, la socialisation différenciée entre les filles et les garçons. Là, vous avez commencé à expliquer un peu comment vous, dans votre algorithme, ça s'exprime. Plus particulièrement, comment elle s'exprime dans les algorithmes au quotidien, la différenciation entre filles et garçons. Mais ça va être déjà, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a quand même toujours, quand on s'inscrit sur une plateforme, la plupart du temps, la notion de genre qui demande à être mentionnée. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on pourrait se poser la question
pourquoi en fait on demande cette question de genre sur des plateformes où a priori on n'a pas forcément besoin de savoir le genre de la personne qui consomme du contenu ou qui en crée. Et au quotidien, ça s'illustre donc par alors soit sur des fils d'actualité, des contenus qui vont être très stéréotypés, très genrés. Il y a beaucoup d'expériences de journalistes qui montrent, notamment chez les journalistes femmes, que leur algorithme évolue en fonction de leur vie et en fonction notamment des cycles de la vie qu'elles peuvent rencontrer en tant que femmes. Je pense notamment au fait que voilà, à partir de 30 ans, avoir des publicités pour des tests de grossesse, pour des couches, ce genre de choses. De la même manière, aux États-Unis, là où c'est un peu moins réglementé en termes de données personnelles qu'en France, il y a des marques qui tracent un petit peu les consommations informatiques des utilisatrices, et ce qui fait qu'il y a des femmes qui reçoivent des couches Pampers à la naissance de leur enfant parce que l'algorithme a capté qu'elles étaient enceintes. Voilà, ce genre de choses. Donc ça va être des contenus qui vont être proposés, ça va être des publicités qui vont être ciblées, ça va être aussi des suggestions d'amis à avoir, de groupes à rejoindre, ce genre de choses. Et donc forcément, ça amène aussi une manière de se présenter au monde qui va être profondément différente. Il y a même eu des tests là pas longtemps sur LinkedIn et sur le fait que en fonction de si on est un homme ou une femme sur LinkedIn, la manière dont on écrit, la manière dont on se présente, on va pas avoir les mêmes opportunités professionnelles parce que en fait, là encore, nos technologies sont traversées par des choses qui existent hors ligne, c'est-à-dire le fait que les femmes se sentent beaucoup moins compétentes dans certains domaines et vont moins oser s'exprimer, le fait que les hommes blancs médiocres vont toujours avoir un peu plus d'audace et d'assurance que la plupart d'entre nous, et donc ça se ressent aussi dans la manière dont on écrit, dont on se présente, dont on va faire les choses. Et donc ça, c'est une illustration même pour les ados en fait, de dès qu'ils s'inscrivent, c'est quoi le contenu qui leur est proposé en premier. Et souvent, par exemple sur TikTok, maintenant il n'y a plus à mettre son genre, mais très vite l'algorithme essaye de déterminer le genre des ados qui s'inscrivent. En gros, avec quel contenu ils vont interagir. Est-ce que c'est, on leur met plein de choses, diversifiées, et on voit un petit peu dans ce batch qu'est-ce qu'ils vont choisir pour pouvoir ensuite les orienter sur du contenu qui soit adapté à leur genre, entre grands guillemets. Donc effectivement, sur les contenus qui nous sont proposés en tant qu'adolescents sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez, sur TikTok, on va nous proposer tout un tas de contenus et puis après essayer de voir comment on interagit avec. Mais en fait, c'est quoi le problème que les contenus qui nous sont proposés soient différenciés selon notre genre? Qu'est-ce que ça crée comme problème? Alors, en soi, on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de problème. C'est-à-dire que, en fait, si vous aimez le make-up et qu'on vous donne des vidéos de make-up, pourquoi pas, en fait. À mon sens, ça devient problématique quand ça vient à la fois renforcer des stéréotypes de genre qui handicap empêche de penser ou de faire certaines choses à cause de son genre, et qui de fait c'est des idées qui deviennent presque discriminatoires. Par exemple, cette idée encore très ancrée que je sais pas, les filles elles peuvent pas jouer au foot ou elles peuvent pas faire de la boxe. En fait, être confronté à des contenus qui renforcent des stéréotypes de genre, ça vient juste en fait valider des choses qui sont déjà présentes en dehors de notre société. De la même manière, notamment pour les adolescents et adolescentes, les contenus qu'on retrouve beaucoup sur TikTok et en ligne, c'est des contenus liés à l'école et des contenus liés un peu aux premiers amours, à la séduction, etc. Si on renforce ces stéréotypes comme quoi, en gros, l'homme est censé être dominant, c'est à lui de faire le premier pas, que la seule voie c'est l'hétérosexualité, et que pour les jeunes filles, il faut qu'elles jouent un jeu de séduction, qu'elles essayent de résister, qu'en fait un non, ça veut peut-être dire oui, ce genre de choses, c'est à mon sens aussi transmettre des messages qui sont extrêmement inquiétants et qui amènent de la confusion aussi pour les ados. Et le souci, c'est que si, j'ai envie de dire, en dehors de ces espaces-là, à l'école, avec les parents, ailleurs, il y avait des endroits où ils pouvaient parler de ça, on pouvait décrypter un peu tout ça, à la limite, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que là, malgré un nouveau programme en EVARS, etc., les ados parlent peu de ces sujets-là et n'ont pas d'espace où pouvoir en parler. Donc en fait, s'ils sont à la recherche d'informations, ils vont aller du côté de ce qu'ils connaissent le mieux, qui est soit ChatGPT, soit les réseaux sociaux. Et malheureusement, on sait que ça perpétue des stéréotypes de genre qui peuvent ensuite mener à de la violence, à la culture du viol, à de l'homophobie latente, plein de choses comme ça. Et là-dessus, à mon sens, ouais, c'est assez problématique. Et puis ça enferme dans des
bulle aussi, le fait de pas pouvoir découvrir autre chose, d'autres manières de penser, d'autres manières de voir les choses et de penser sa masculinité ou sa féminité de manière plurielle, quoi. En fait, ce dont vous parlez, c'est des questions de représentation. C'est le grand problème de voir très très peu de femmes qui sont représentées sur Twitch, sur YouTube, etc. Que les plus grandes pages, les plus connues, les plus visibilisées sont toujours des pages d'hommes, la plupart du temps. Donc, ça a des effets sur le fait que les femmes se lancent beaucoup moins dans ces domaines-là et dans ces secteurs-là. Ça a un effet sur le fait qu'elles se lancent beaucoup moins, et ça, c'est pas le seul effet. Enfin, c'est aussi le fait de toujours, en tant que jeune fille, s'identifier aux garçons, là où les garçons ne s'identifient jamais aux créatrices. Et je trouve que c'est intéressant quand j'en parle avec des ados, ils sont toujours un peu dans cette idée de mais qu'est-ce que ça change en fait que ce soit que des mecs qui soient les premiers youtubeurs de France. Et je dis ouais, mais c'est quand même marrant de les garçons vont passer leur temps à dire cette fille elle est nulle, elle est pas drôle, ce genre de choses, alors que les filles très tôt dans la littérature, dans le cinéma, sur les réseaux sociaux sont habituées à s'identifier à des figures masculines. Et en fait, c'est aussi dommage de pas avoir, là encore, d'autres types de représentations. Parce que, on va pas se mentir, les personnes aussi qui sont les plus populaires sur les réseaux sociaux sont des personnes aussi qui embrassent les stéréotypes de genre et qui performent le genre d'une certaine manière. C'est pas innocent à mon sens, genre Thibaut InShape est le premier youtubeur de France. Il est une représentation aussi de son genre d'une manière générale. Squeezie représente une autre forme de masculinité qui est celle du bon copain, de l'humour, mais ça perpétue quand même des stéréotypes. Le fait que je crois que la première femme sur YouTube c'est Natou, elle est à la 17e place, un truc comme ça, c'est impressionnant. Enfin, je trouve que ça transmet aussi une certaine idée, et surtout ce qu'on remarque, l'un des corollaires de ça, et c'est toujours un peu est-ce que c'est la cause ou la conséquence, c'est que en fait si les filles elles se lancent pas aussi, c'est parce qu'elles voient la violence que se prennent les créatrices. Elle voit les commentaires, elle voit le moindre shitstorm que prenne n'importe quelle femme qui apparaît dans un contenu Twitch ou dans une vidéo YouTube. Et donc c'est aussi pour ça qu'elles se lancent pas. C'est parce qu'elles se disent il y a pas de place. Et d'autre part, quand il y a de la place, a priori je vais vivre des violences. Et personne n'a envie de vivre des violences. On se lance pas comme ça en se disant oui, ça va être super. C'est clair. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que selon les plateformes, le sexisme change de forme et de manière de s'exprimer. C'est-à-dire ouais, ça change de forme. C'est pas forcément la même manière d'être sexiste sur Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Il faut savoir aussi que chaque plateforme a aussi un peu son public. Et donc forcément, c'est pas les mêmes types de manières de parler, de manières de se référer. Je pense notamment au fait que Twitter, pendant très longtemps, était un peu le royaume de la punchline. Et donc, il fallait avoir la petite phrase bien sentie, le petit truc d'humour. Et donc, pendant longtemps, sur cette plateforme-là, ça a été par le biais de l'humour, un sexisme très paternaliste, au final, très du sexisme ordinaire de bas étage, mais qui visait à se moquer des femmes et à lancer du cyberharcèlement contre elles. Là où sur, par exemple, Instagram ou TikTok, il y a y compris des femmes qui participent des fois à de la misogynie, sans en être forcément conscientes, parce que on reproduit des clichés, on reproduit des stéréotypes. Et dans les études qu'on a, notamment du Haut Conseil à l'égalité, c'est que la plupart des contenus, on va dire d'images, notamment sur Instagram et TikTok, vont montrer une vision des femmes qui est soit sexualisée et sexualisante, soit humiliante et dégradante, à travers, par exemple, je pense à tout ce qui est les pranks de couple, ce genre de choses. Et sur les réseaux sociaux d'image, la troisième voie, entre guillemets, c'est d'être dans une position stéréotypée de femme-objet, ou en tout cas d'une très belle jeune fille qui ne peut pas exprimer ses opinions parce que sinon elle peut subir de la violence aussi, quoi. Donc en fonction des plateformes, ça va changer, ça va pas prendre les mêmes formes, et du coup c'est ce qui rend le truc aussi plus difficile à appréhender et à combattre. C'est parce que Internet ça va très vite et que c'est des violences qui sont aussi protéiformes, quoi. Et quand on croise ce genre de contenu, on a tendance, pour certains, à signaler, etc. Est-ce que ça a vraiment un effet ? C'est compliqué. C'est une grosse question, parce que moi j'ai l'impression de signaler en masse. Et
En fait, ça dépend des plateformes. Le problème qu'on a, c'est que, par exemple, TikTok va dire on supprime, je crois que c'est 96 ou 97% des contenus non conformes à nos règles d'utilisation avant même que quelqu'un les voit. Sauf que ça pose la question de est-ce que tous les contenus problématiques sont non conformes. Non conformes. En fait, pas tellement. Non. Parce que y a des vidéos d'Alexis Chen qui... C'est la seule personne à qui je pensais, là, vraiment. Qui dit toutes les femmes sont des putes. C'est des vidéos que moi, j'ai aucune difficulté à trouver sur TikTok. Enfin, vraiment. Alors qu'on est d'accord que c'est un terme qui devrait être flag et qui devrait être banni automatiquement. Donc... Il y a aussi la question de la modération. Et ça, c'est le problème des plateformes, c'est que les plateformes, même si TikTok est chinoise, c'est quand même des plateformes américanisées et qui sont dans une vision états-unienne, on va dire, de la liberté d'expression, qui est la liberté d'expression à tout prix et la modération, on verra plus tard. Et donc forcément, si en plus on fait de la modération, soit par des travailleurs-travailleuses sous-payés dans des pays où les conditions de travail sont horribles, soit on passe par des algorithmes. Dans les deux cas, ça ne permet pas une modération qui soit complète et qui soit de fait... bien faite. Donc, signaler, oui, mais il faut qu'il y ait aussi une politique active de la part des plateformes pour pouvoir supprimer ces contenus. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Et nous sommes toujours avec Pauline Ferrari, autrice de l'ouvrage Mes réseaux, mon genre et moi, aux éditions La Ville Brûle. Une autre partie du biais algorithmique, c'est que les réseaux et les algorithmes classent implicitement les occupations et les centres d'intérêt selon qu'ils soient féminins ou masculins. Donc, le sport, les voitures, les jeux vidéo, la guerre, tout ça c'est masculin. Le make-up, les vêtements, etc. Tout ça c'est féminin. Alors que bon, c'est de plus en plus floué tout ça. De cette manière, les réseaux sociaux ont tendance à restreindre les potentiels et les intérêts et les projections des jeunes. Ouais, à les restreindre ou en tout cas à signifier que si on sort de ces normes-là, on va vivre des violences. Je prends toujours l'exemple, moi quand j'interviens avec des classes, je fais souvent un exercice qu'on appelle le photolangage, c'est-à-dire on montre plein d'images et ils doivent en choisir une et expliquer pourquoi ils l'ont choisi. Quand on met une image d'un garçon qui se maquille, ils pètent leur crâne. Genre vraiment, souvent les garçons pètent leur crâne et les filles sont en mode ah oui, lui je le suis sur TikTok et tout. Et ce qui est intéressant parce qu'en fait ça veut dire qu'a priori les filles dans leur algorithme, comme elles ont des trucs très stéréotypés genrés, elles vont avoir des trucs liés au make-up même quand c'est des mecs qui font du make-up. Là où les garçons jamais dans leur fil d'actualité ils vont avoir un mec qui fait du make-up. Alors que peut-être ça leur ferait du bien au moins de mettre un peu d'anti-cerne. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Tout ça pour dire que en fait, souvent, ces garçons-là qui se maquillent, qui se montrent sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils vivent des violences particulièrement homophobes. Les filles qui vont avoir des disciplines jugées comme masculines, elles vont vivre des violences. Donc oui, ça restreint les champs d'action et je trouve que ça aussi fait voir un monde où chacun devrait rentrer dans une espèce de case. Et alors que, je veux pas faire l'ancienne, mais je pense qu'il y a eu une période d'Internet au début des années 2000 où les réseaux sociaux étaient moins soumis aux algorithmes, dans lequel, en fait, ce champ des possibles paraissait beaucoup plus grand et où la privatisation d'Internet et la capitalisation d'Internet étaient peut-être un peu différentes et dans lequel on avait peut-être plus la possibilité de tomber dans certaines niches et certains types de contenus, peu importe son genre, là où désormais la question du genre, c'est une question politique et donc forcément, elle devient de plus en plus conservatrice au fur et à mesure que des grandes puissances mondiales vont s'allier avec les géants de la tech. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, peut-être avant, il y avait une plus grande part d'efforts de recherche. Et donc, du coup, on pouvait plus découvrir des choses. Et que là, maintenant, l'algorithme YouTube, Instagram, etc., ils sont tellement surpuissants qu'ils nous proposent des choses qui correspondent à nos goûts déjà, quoi. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que ça devient très compliqué maintenant de découvrir de nouvelles choses parce que, justement, le poids algorithmique et des algorithmes de recommandation et de personnalisation n'a jamais été aussi grand. Désormais, on parle même on a des agents IA qui prennent le contrôle de l'ordinateur, qui font des choses à notre place. Enfin, il y a vraiment un truc de délégation en fait du pouvoir, y compris du pouvoir de recherche, du pouvoir créatif et aussi de
qu'est-ce qu'on a envie de découvrir sur Internet et à quoi ça nous sert. Là où, en fait, on est face à des réseaux sociaux qui sont des entreprises et qui ont seulement pour but, non pas de connecter les gens, de créer du contenu, de faire des espaces, comme on pouvait le croire peut-être. Des discussions. Ouais, dans les années 2000, le village global, comme on appelait ça en cours d'histoire géo. Mais d'en faire en fait des espaces, des tremplins d'achat ou en tout cas des tremplins d'idées politiques conservatrices, ce genre de choses, quoi. Vous parlez aussi de l'enquête de Mediapart, qui a aussi été des enquêtes qui ont été faites de ce type-là aux États-Unis et ailleurs, dans laquelle des journalistes ont enquêté sur les contenus envoyés à des faux comptes d'adolescents. Et ce qui démontre notamment, c'est à quel point les contenus qui leur sont envoyés d'office et dès l'inscription sont des contenus très choquants. Pourquoi est-ce qu'on reçoit autant c'est une question dont la réponse est peut-être un peu évidente pour certains, mais on va quand même la poser. Pourquoi est-ce que les réseaux nous envoient autant de contenus choquants dans la face dès le début ? Parce que c'est des contenus qui ne laissent pas indifférents. Et de fait, comme c'est des contenus qui ne nous laissent pas indifférents, c'est des contenus sur lesquels on est obligé de réagir. Dans le sens où, qu'on aime ou qu'on déteste, c'est pas un contenu qu'on va swipe. C'est un contenu avec lequel on va regarder jusqu'au bout, peut-être par morbidité, par voyeurisme, qu'importe. C'est des contenus qu'on va commenter, peut-être partager aussi, liker. Dans tous les cas, il y a un engagement. Et donc, en fait, plus il y a de l'engagement, plus c'est des contenus qui sont considérés populaires par l'algorithme. Et donc, ça remonte un peu dans le fil d'actualité, c'est montré à encore plus de personnes, ça devient encore plus populaire. Et au bout d'un moment, ça rapporte de l'argent. Et ça rapporte de l'argent à la personne qui a posté cette vidéo, mais aussi à la plateforme qui peut caler des petites publicités entre les deux. Et donc, à partir du moment où c'est des contenus populaires qui rapportent de l'argent, la plateforme n'a aucun intérêt à supprimer en fait ces contenus-là. Et donc ça pose beaucoup de questions. Et je pense qu'il y a aussi un truc de essayer de attirer l'attention, c'est peut-être le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas de vouloir propulser ces choses très violentes pour accrocher vraiment l'attention de la personne qui va les voir. Et en fait, ça amène aussi à rester sur la plateforme parce que on le sait, les réseaux sociaux sont largement inspirés des sites de jeux d'argent et des mécaniques en fait de casino. Et donc il y a cette idée de si je swipe, quel autre contenu va tomber après. Et c'est un peu toujours la surprise, quoi. Et donc, face à de la violence, on veut voir parfois de manière un peu malsaine qu'est-ce qu'il va y avoir juste après. Et vous parlez aussi d'un thème central pour les adolescents, c'est le corps, la manière dont on se perçoit, puisque l'adolescence, c'est un moment qui est un tournant, on est en pleine crise, on se perçoit de telle ou telle façon, et les réseaux sociaux nous envoient en permanence des types de corps qui sont très particuliers, et vous le dites, très construits, c'est-à-dire des corps sculptés, des ventres plats, des fesses hyper rebondies, des seins hyper gros, tout le reste hyper fin, enfin le corps sablier, quoi. C'est quoi le mécanisme derrière de nous représenter que ça, alors que c'est des corps qui sont extrêmement qui sont minoritaires en fait, ça n'existe que très peu ces choses-là. C'est des corps qui font vendre. Enfin, c'est encore une fois, si on reste dans ce prisme-là un peu capitaliste, mais dans le bouquin, je parle notamment de comment Kim Kardashian a changé Instagram. C'est même pas Instagram a changé Kim Kardashian, c'est Kim Kardashian elle-même a changé Instagram. Parce que à travers Instagram, à travers les pratiques d'Instagram, que ce soit le selfie, les hashtags, le placement de produits, c'est elle qui a révolutionné Instagram comme plateforme d'influence. Et notamment, Kim Kardashian, elle est arrivée aussi, elle a réussi à imposer sa silhouette. La silhouette qui est populaire jusqu'à, je dirais, il y a 1 ou 2 ans, c'est la silhouette Kim Kardashian. C'est cette silhouette en sablier. Et donc, c'est pas étonnant, à mon sens, que ce soit quelqu'un qui vienne du milieu de l'influence, du milieu de la télé-réalité aussi. Et donc, forcément, ça lui a permis de vendre tout un tas de choses. Le fait qu'il y ait beaucoup de stars qui ont créé leur propre marque pour pouvoir vendre des contenus. Et il faut pas oublier que le capitalisme, le patriarcat, le racisme ont fait, en fait, du corps des femmes un endroit en fait de complexe comme un projet qui ne serait jamais fini. Et donc c'est dans l'intérêt de ces marques de toujours
faire complexer les jeunes filles. Et c'était déjà le cas dans les années 2000 avec des Tumblr pro-anorexie. Kate Moss et compagnie. Voilà, et là on y revient d'une certaine manière avec l'Ozempic Face, ou en tout cas toute cette tendance en tout cas à l'utilisation de ce qu'on appelle le GLP-1. Dans tous les cas, il y a une manière de se voir via les réseaux sociaux. Il y a une super neuroscientifique qui a sorti un bouquin là-dessus il y a pas longtemps qui s'appelle Nadia Guerraou, qui parle du fait que les filtres vocaux ou de visage qu'on voit sur Snapchat, etc. Ils ont bien sûr un impact sur l'image qu'on voit de nous, l'image qu'on a de nous-mêmes, mais aussi l'image qu'on transmet via notre téléphone. Et donc notamment, elle parle de la chirurgie esthétique de ces filtres, et elle dit il serait en fait faux de considérer que les filtres ne font que nous influencer sur le moment et ne restructurent pas la manière dont on se voit et on voit qu'est-ce qui est considéré comme normal ou pas au niveau de notre corps. Et donc ça, c'est c'est un objectif capitaliste, tout simplement, dans le fait de nous vendre des choses. C'est pas pour rien que Kim Kardashian a lancé sa marque de shapewear, ce genre de choses. Enfin, à mon sens, il y a un objectif aussi capitaliste. Et en même temps, les réseaux sociaux ont amené pendant un moment cette vague du body positivisme et de la représentation de corps différenciés, mais là encore l'algorithme ne les met pas en avant du tout. Est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'on peut agir nous en tant que consommateurs, en tant que inscrits sur des réseaux, pour essayer de faire émerger d'autres représentations? Est-ce qu'il y a une manière de... Je pense qu'il y a un enjeu à diversifier ses comptes, c'est-à-dire à s'intéresser aussi à quoi notre œil est habitué. C'est quelque chose qui se dit beaucoup chez les militantes anti-grossophobie. C'est en fait une des raisons pour lesquelles on trouve la grosseur pas belle, c'est parce qu'on a habitué notre œil aussi à considérer que c'est un défaut, que moralement c'est répréhensible, et donc habituer son regard à plein de types de corps différents, que ce soit des corps gros, des corps non blancs, des corps en situation de handicap. Ça, c'est intéressant aussi. Et même, je pense, pour les ados, d'ailleurs, d'avoir plein de modèles de corps et d'avoir des gens qui nous ressemblent. Un exemple très bête, mais il y a très peu de représentation de femmes grosses dans le sport. Et je pense que ça fait aussi qu'il y a plein de jeunes filles, peut-être un peu enrobées, un peu grosses, qui se disent, mais en fait, c'est pas pour moi cet espace-là. Et je ne peux pas conquérir cet espace juste pour le plaisir, puis ça me fait kiffer, etc. Et notamment, il y a une meuf que je suis sur Instagram qui s'appelle Yael, et qui montre qu'elle fait en fait de l'escalade. Elle a un énorme dos, et c'est une meuf grosse. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait, et je me suis dit, mais trop stylé, je vais aller à l'escalade en fait aussi. Et je me dis, si moi à 30 ans j'ai eu ce truc là de me dire, waouh, elle me ressemble, c'est trop bien, j'ai envie d'aller à l'escalade, parce qu'elle fait de l'escalade, alors que jamais ça ne m'a attiré par l'escalade avant. Je me dis, mais l'impact en fait que ça peut avoir aussi sur des plus jeunes. Et donc il y a cette nécessité, à mon sens, de suivre des comptes aussi sur ces enjeux-là, de militantes anti-grossophobie, de militantes antiracistes, de militantes handi. Enfin, je pense que c'est important, et de partager aussi leurs publications, de leur donner de la force de la même manière qu'on donne de la force à Kim Kardashian. Donc être militant en fait en étant sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même attention un minimum à ce qu'on suit, à diversifier, et à pas se penser comme passif. En fait, je pense que depuis l'adhésion entière des géants de la tech à Donald Trump, c'est plus neutre en fait d'être sur les réseaux sociaux. Et comme on y est tous, ça demande de prendre position. Et en fait, à mon sens, pas prendre position, c'est déjà une prise de position. Et donc, je pense qu'on peut plus utiliser les machines et les réseaux en faisant genre que ça n'a aucun impact sur le monde dans lequel on vit. Et c'est l'heure d'accueillir notre dernière chroniqueuse. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors Chloé, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, et ça n'a pas dû être facile de faire le lien avec la mythologie. Alors effectivement, j'ai eu un petit moment d'angoisse en me demandant quel lien j'allais bien pouvoir faire entre TikTok, les algorithmes et la mythologie. Mais direct, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de parler d'une idée qui me tient vraiment à cœur. Au XXIe siècle, on pense encore le progrès technologique avec le mythe de Prométhée, et ça nous mène droit dans le mur. Et pourquoi Prométhée spécifiquement ? Alors, si tu regardes le monde de la tech, Prométhée est partout. Elon Musk fait souvent référence directe à Prométhée. Jeff Bezos a appelé son projet IA Prometheus,
mais c'est apparemment un fan de mythologie, il avait déjà appelé son entreprise Amazon. Les deux géants de la tech se réfèrent à Prométhée, le titan qui vole le feu des dieux pour l'apporter à l'humanité. Mais penser le progrès technologique comme une transgression, ça légitime une forme d'impunité. Je me mets au-dessus des règles parce que je suis visionnaire. Et surtout, c'est une lecture tronquée du mythe. Musk et Bezos se concentrent sur un instant héroïque en oubliant que ce n'est qu'un épisode dans un récit bien plus large, le mythe de Gaïa. Raconte-nous ça. Alors, dans la Théogonie, le poète Hésiode explique que Gaïa a donné naissance à tous les êtres. À un moment, Gaïa a aidé Zeus à renverser son père qui opprimait ses enfants pour établir un nouvel ordre cosmique. Une fois au pouvoir, Zeus doit répartir les rôles et donner à chaque être sa place dans le monde. Il juge d'abord les humains négligeables et il veut les éliminer. Prométhée vient alors à leur défense, ils veulent le feu, mais plus largement leur apprend la technique, à créer des briques pour construire des maisons, à naviguer en s'orientant avec les étoiles. Les humains ne sont pas puissants comme les dieux, leur seule ressource pour survivre leur vient des techniques qu'ils maîtrisent. Mais bref, Zeus est furieux de voir qu'on l'a contredit, et il enchaîne Prométhée sur un rocher où il est supplicié. La plupart des lectures s'arrêtent là, on a l'innovateur héroïque contre l'ordre aveugle et borné, la transgression, puis la punition. Mais ce n'est pas la fin. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors Gaïa n'est pas d'accord avec le nouvel ordre de Zeus, elle envoie contre les dieux de l'Olympe une armée de géants, des êtres bestiaux, brutaux, qui lancent des rochers et des chaînes enflammées contre le ciel. Et elle impose une règle. Les dieux ont beau être immortels, ils ne peuvent pas vaincre les géants sans l'aide des humains. En posant cette condition, Gaïa oblige Zeus à reconnaître que ces êtres éphémères qu'il voulait supprimer sont nécessaires à l'équilibre du monde. Ces humains, nés de la terre, nés d'elle donc, ont beau être faibles, ils comptent. C'est Héraclès, fils de Zeus et d'une humaine, qui incarne cette réconciliation. Il est décisif dans la bataille, sans lui, les Olympiens perdaient. Et après cette bataille, c'est ce même Héraclès qui délivre Prométhée de son rocher avec l'accord de Zeus. Merci Gaïa. Donc, Gaïa ne prend pas parti pour un camp ou pour l'autre. Elle œuvre à ce que toutes les créatures qu'elle a enfantées trouvent leur place dans un ensemble qui les dépasse. Elle peut engendrer Prométhée le raffiné, l'inventeur, mais elle peut aussi envoyer les géants pour appeler à Zeus qui ne contrôle pas tout. Elle est changeante, imprévisible, parfois nourricière, parfois féroce. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour penser la tech ? Alors avec Prométhée lu de façon statique, les humains sont des bénéficiaires passifs de la technique. On leur apporte le feu, ils en profitent. Les géants de la tech se voient comme des Prométhées, c'est-à-dire des êtres supérieurs qui transgressent l'ordre pour le bien de l'humanité, qui n'a plus qu'à les remercier pour les risques qu'ils ont pris. Mais c'est mal connaître les mythes que de leur donner une lecture définitive. Et si on replace le geste de Prométhée dans la grande séquence de Gaïa, les humains deviennent au contraire des acteurs responsables. Ils sont nés de la Terre, ils en font partie et ils ont un rôle à jouer. La question n'est plus comment aller plus vite, plus loin, plus fort, et quelle est la prochaine frontière à transgresser, mais quelle place occupons-nous dans un ensemble qui nous englobe, qui nous précède et qui nous survivra ? Quel est notre rôle pour instaurer et maintenir un équilibre en perpétuelle mutation ? Prométhée n'est qu'un épisode, il n'est plus le rôle central. Le progrès technologique n'est plus une fin en soi, c'est un moment dans notre relation avec Gaïa, une relation de collaboration, pas de domination. Mais évidemment, c'est peut-être compliqué d'aller expliquer ça à Bezos et Musk. Donc les deux restent fascinés par Zeus et Prométhée qui brassent du vent au premier plan, sans voir qu'en arrière-plan, c'est Gaïa qui décide. Ils ne sont définitivement rien sans leur mère. Merci beaucoup Chloé pour cette nouvelle chronique qui éclaire très bien la Silicon Valley, comme quoi, limite, ça éclaire vraiment tout. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous parlez aussi d'un autre objet très central sur les réseaux sociaux, le selfie. Oui. Et moi, j'ai l'impression, quand je parle à des adolescents, qu'en fait, ils n'ont aucune idée du nombre d'enjeux qu'il y a derrière le selfie. Ouais. C'est-à-dire que quand on envoie un selfie sur les réseaux sociaux, on envoie des données personnelles, on envoie des informations, et il y a ça, il y a le fait qu'on se crée, comme vous le dites, une sorte de double numérique. Ça, ils l'oublient, ils en ont pas conscience, vous avez l'impression de ça ? Sur la question des données, je pense pas, parce qu'on leur explique pas aussi. En fait, mais de la même manière qu'on l'explique aux adultes. Hein. Enfin, je veux dire. Enfin, on en a aucune idée en vrai. Oui, c'est ça. C'est juste que, en fait, cette information du fait que, en fait, si vous mettez des images de vous sur Internet, chaque image a des métadonnées. On peut analyser votre visage, l'arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan, etc. Si vous utilisez Face ID, en fait, c'est Apple qui stocke vos données. Enfin, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de
Je pense pas que c'est de l'ignorance, parce que les informations, je pars du principe qu'elles sont accessibles, mais je pense qu'il y a une espèce d'effet autruche de dire pas envie de parler de ça parce que ça voudrait se confronter à trop de choses en vérité. Je pense que donc ils savent pas cette info. Je pense que pour certains ils s'en foutent. Il y a aussi ce truc de on est quand même beaucoup et chez les adultes aussi dans une rhétorique de y a rien à cacher. Par exemple, pour faire des ateliers d'Evars avec des ados sur Evars, c'est quoi Evars, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et notamment sur les cyberviolences, les relations adolescentes. On sait que c'est des terreaux fertiles pour les premières violences, et donc je fais des petits jeux avec eux, et notamment red flag, green flag, et sur genre mettre sa géoloc en permanence. Et en fait, nous dans les études féministes qu'on a, en fait, quelqu'un qui vous demande d'être joignable en permanence et qui vous suit en permanence, on est sur du orange sur le violentomètre, quoi. Ça commence à être pas ouf. Et en fait, pour tous les ados, c'est normal, parce que les parents aussi demandent à pouvoir les géologues en permanence. Donc en fait, on va pas y arriver s'il y a pas un truc aussi... Enfin, je veux dire... Je trouve qu'on tape beaucoup sur les jeunes, comme quoi ils seraient bêtes, qu'ils seraient pas conscients de ces enjeux-là du numérique et tout. Ils sont vachement plus conscients que leurs parents qui vont repartager des images en IA, quoi. Enfin, vraiment là-dessus. Et ils se posent des questions, et c'est là encore, je pense que juste, il n'y a pas d'espace, on leur donne pas d'espace pour pouvoir parler de cette question-là. Et notamment l'interdiction des réseaux sociaux chez les moins de 15 ans. Qui leur a posé la question, en fait, alors que je pense qu'il y aurait eu des choses très intéressantes à en dire avec eux et qui soient beaucoup plus constructifs qu'un simple ban, quoi. Et vous parlez aussi du fait que... Alors, je vais devoir faire attention au temps, donc je vais passer à une autre tendance que vous analysez aussi, qui personnellement me fascine et que j'ai pas tout à fait encore compris. C'est le sad phishing. Oui, le sad phishing. C'est fou, moi j'en ai plein partout et c'est dingue. Enfin, je suis toujours hypnotisée par ça. Je trouve ça très intéressant en termes de marketing. Qu'est-ce que c'est déjà ? Le sad phishing, on pourrait traduire ça par hameçon à larmes. C'est en fait des contenus où des gens sont en train de pleurer ou d'être tristes, explicitement on va dire. Et du coup, c'est des contenus qui visent à attirer la sympathie, l'attention. Il y a beaucoup ça dans des contenus IA là, ces derniers temps. J'ai vu beaucoup d'artistes parler de ces vidéos IA, genre de filles qui peignent des vases et qui disent, avec des commentaires avec marqué ton travail c'est de la merde, et en fait c'est de l'IA pour vendre du dropshipping, enfin des trucs comme ça. Bref, donc le sad phishing ça a été popularisé par une journaliste états-unienne, et c'est ma consoeur Constance Villanova qui en a énormément parlé sur justement comment les influenceuses, et notamment les influenceuses et même les youtubeurs à travers genre les vidéos d'excuses, etc., utilisent les larmes dans un but marketing, en fait, de se faire bien voir, de se faire pardonner, ou en tout cas d'avoir une forme de sympathie, là où il y a quelques années la question de la tristesse c'était très très mal vu de la montrer, c'était très cringe en fait. Montrer les émotions de manière générale, c'était... Et là maintenant c'est un peu plus accepté quand ça passe par un biais marketing. Enfin, il y a une certaine manière de montrer les larmes, quoi. C'est-à-dire c'est pas le vieux reniflement et le sanglot moche. Voilà, c'est toujours... C'est des femmes super belles qui c'est des belles larmes et qui sont pas là en deux. Oui, c'est ça, exactement. C'est des très belles larmes, ou c'est des belles vidéos d'excuses sur fond blanc. Enfin, il y a un marketing et il y a une mise en scène aussi de cette tristesse, et c'est vrai que c'est assez fascinant, quoi, le sad phishing. Et du coup ça pose plein de questions sur l'authenticité, qu'est-ce qu'on peut montrer en ligne ou pas, qu'est-ce qui est normatif ou non. Enfin, ouais, je trouve ça très fascinant aussi. C'est complètement fascinant. Merci beaucoup, Pauline Ferrari. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre ouvrage Mes réseaux, mon genre et moi, illustré par Myriam Mal, est disponible en librairie et a été publié aux éditions La Ville Brûle. Merci à nos chroniqueuses Alice et Chloé pour leur chronique aujourd'hui. Merci à Gabrielle pour la réalisation de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient le 12 mai prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!